Le fonio, traditionnellement utilisé dans le Kutamaku pour des fins culturelles et cultuelles, est en train de se positionner comme une opportunité commerciale importante dans un monde globalisé, confronté à des défis sanitaires, climatiques et alimentaires. Cependant, malgré ses potentialités, cette céréale connaît un déclin apparent dans le Kutamaku et doit surmonter plusieurs défis pour assurer une croissance économique durable. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de discuter avec le professeur Armand Nata, agronome et enseignant-chercheur à l'université de Parakou, sur le sujet du fonio, ou ipuaka en langue d'Itamari, qui est un véritable patrimoine culturel pour la communauté des Batamariba. Professeur Armand Nata a conduit des études approfondies sur ce que l'on peut appeler l'or blanc de Kutamaku et partage avec nous son espoir réaliste et ses perspectives sur l'avenir de cette céréale précieuse. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à nouveau, vous êtes bien sûr sur Carrefour du Kutamaku. Bienvenue sur le Carrefour du Kutamaku, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Professeur Armand Nata, bonsoir. Oui, bonjour. Comment vous portez? Ça va. Vous vous présentez succinctement? Je suis Armand Nata, Oui. enseignant-chercheur à l'université de Parakou, à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou. Merci de nous recevoir une nouvelle fois. On se retrouve cette fois-ci pour échanger autour du fonio, qui est incontestablement l'une des potentialités de Kutamaku. Alors, déjà, il faut dire que vous aviez conduit l'étude ensemble avec certains organismes autour de cette filière-là. Quel état des lieux vous pouvez déjà faire sur le fonio dans le Kutamaku aujourd'hui? Je vous remercie. Je ne suis pas un spécialiste du fonio en tant que tel, mais je m'intéresse dans le cadre de ma formation de forestier, botaniste, agronome. Je m'intéresse à tout ce qui est culture endogène, les espèces de la flore locale, donc les espèces inféodées à notre environnement, où l'histoire, la science a prouvé que ces cultures-là sont autochtones de nos régions. Donc, nous avons beaucoup de cultures. Curieusement, les gens voient beaucoup de plantes importées. C'est vrai qu'à l'échelle mondiale, on a le riz, le maïs, un peu le blé, etc. Mais à l'échelle régionale, sous-régionale, l'Afrique de l'Ouest, le fonio, Digistaria exilis, le fonio blanc, est une des cultures où l'Afrique de l'Ouest a été une des sources de domestication. Parce que lorsque vous faites l'historique et vous voyez le patrimoine génétique des différentes variétés de fonio, vous vous rendez compte que les souches les plus anciennes en termes d'arbre généalogique, en termes de liens, en termes de patrimoine génétique typique sont de l'Afrique de l'Ouest et on ne les retrouve pas ailleurs, wow. Dans tout le monde. Wow. C'est vrai que le fonio est cultivé ailleurs, dans les Caraïbes, etc. Mais les variétés que nous avons proviennent initialement du foyer du Fouta Djalon, autour de la Guinée actuelle. Et avec l'histoire des populations, l'histoire un peu de la migration des anciens empires, des anciens royaumes, on explique que les populations de cette région de Kutamaku là, qui viennent un peu de ce bassin lié à des peuples sahéliens ou soudano-sahéliens ou soudaniens, sont plus proches de la réalité. Les migrations sont beaucoup plus liées à cette région d'origine du fonio là, comparativement à d'autres populations qui ont une origine beaucoup plus méridionale, un peu plus au sud du Bénin. Donc le fonio est intéressant parce que dans l'histoire de la domestication, l'homme s'est adapté à la nature et est passé de plusieurs étapes. Et au cours de ces étapes-là, rechercher dans la nature les éléments de sa subsistance
et faire le tri, la sélection, pas à pas. Arriver à voir ce que nous appelons les cultivars, les individus les plus productifs et les mettre à part. C'est ça le processus de domestication, les mettre à part, les trier, et ce processus-là de sélection, pas à pas, de génération à génération, nous amène maintenant un certain nombre de cultures que nous avons et que nous cultivons de façon élargie, mais qui ont une origine vraiment ancestrale. Donc le fonio est intéressant. C'est le fonio blanc, mais il y a aussi le fonio noir, qui Digitaria et Boulois, qui est beaucoup plus cultivé actuellement dans la zone du Nigeria. Et que ce soit depuis la Guinée, le nord de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, le nord du Togo, le nord du Bénin, et une bonne partie du nord du Nigeria, du centre et du nord du Nigeria, vraiment sont les grandes zones de production sont le fonio. Le Bénin, à l'échelle, disons, de cette Afrique de l'Ouest, là, est un peu un état moyen de production. Mais étant un état moyen, lorsqu'on revient au Bénin, à l'intérieur, c'est le Koutamagu qui est à 80-90% la zone de production. Et dans ce Koutamagu-là, nous avons l'élément fonio, mais nous avons l'élément ancrage culturel. Ce sont les peuples Koutamagu typiques qui sont dépositaires de ce savoir-là. Et vous allez voir, nous sommes ici à Parakou et ailleurs, beaucoup d'originaires Koutamagu cultivent ici le fonio. Les gens ne le savent pas. Il y a des champs de fonio ici dans la zone de Parakou, de Tchaourou, Mbali. Moi-même, j'en fais un peu. Je n'ai pas besoin forcément d'aller. Ce n'est pas des grandes parcelles, mais chaque année, vous avez des gens. Et les récoltes, ce sont de grands moments de joie où des gens viennent perpétuer ce savoir-là. Même si c'est un peu laborieux, il y a toujours ce soubassement, cette soif-là de perpétuer un passé culturel, mais un passé qui est présent et qui se transmet aussi, même si c'est de façon pas directe, nous avons toujours ce soubassement. Et c'est ça. Le fonio lui-même a fait l'objet de beaucoup d'études. Ce n'est pas nouveau depuis l'indépendance. Des grands ingénieurs ont travaillé dans différents projets du CADER, au niveau de l'INRAP déjà, au niveau de l'université d'Abomey Calavi, l'université de Parakou et d'ailleurs aussi un institut de recherche français, le CIRAD, a aussi travaillé beaucoup sur ça. Mais les boulots d'étranglement n'arrivent pas à être levés de façon, je vais dire, optimale. Nous avons d'abord la grande question de la semence. Les semences, je vais dire, à haut rendement. Puisque c'est une culture qui est issue de prélèvement dans le stock de la récolte précédente chez le paysan. Nous n'avons pas à l'échelle nationale encore des variétés certifiées avec des rendements connus à longue durée. Il y a une thèse de doctorat qui a été faite. J'ai été membre du comité de thèse et aussi du président du jury de soutenant de thèse qui a travaillé sur la génétique des variétés. Il y a eu 5 cultivars. On ne va pas encore parler de variétés. 5 cultivars, 5 groupes qui ont été formellement identifiés, triés jusqu'à un niveau où il s'agit maintenant de valider ça sur le plan scientifique, sur le plan international, pour leur donner des noms, un peu comme on va dire le maïs de 2 mois, le maïs de 3 mois, le maïs, voilà. Cette inscription-là, cette validation de ces cultivars-là est en cours par le jeune docteur qui a fini depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Et c'est suite à ça que des instituts de recherche ou l'université ou des producteurs
peuvent être formés pour être des sélectionneurs de semences. Donc, nous devons œuvrer, travailler pour avoir des semences certifiées, des semences garanties de fonio. Ça veut dire quoi? Si vous voulez cultiver 10 hectares de fonio actuellement, disons même 2 hectares, auprès de qui vous allez vous approvisionner de semences pour dire, voilà. Au moins ça, c'est le fonio rouge, c'est le fonio de 3 mois, c'est le fonio de 4 mois, c'est le fonio de 5 mois. Il y a les fonios extra précoces. 2 mois, 3 semaines, 3 mois maximum, ils produisent déjà. Et c'est ces fonios-là que pendant longtemps, les populations, les paysans cherchaient pour gérer la période de soudure. Oui. Peut-être début mai, mi-mai ou début juin, vous le mettez. Vous savez qu'en août, pendant que c'est la forte pluie, vous avez cette récolte intermédiaire importante. Pendant que les pieds de sorgho, de mil sont encore tout petits. Oui. Et c'est important. On peut se débrouiller en attendant avec. C'est important pour la sécurité alimentaire. Nous avons d'autres semences qui sont beaucoup plus, à cycle un peu plus long, qui vont à 5 mois, qui sont récoltées en octobre. Là, vous avez une production beaucoup plus grande à un moment où la pluie a beaucoup cessé et la grande masse peut venir récolter. Vous avez une quantité beaucoup plus grande. Donc, dans ces espèces extra précoces et précoces, nous avons un continuum de cycles pour s'adapter un peu à différentes localités et à différentes périodes de début de pluie. La question des variétés de semences est importante parce qu'avec les changements climatiques, il faut avoir des semences adaptées au cycle que tu as. Lorsque la pluie est très précoce, là, vous pouvez mettre très tôt les semences tardives qui vont avoir un cycle plus long. Mais lorsque la pluie est tardive, vous mettez les semences précoces pour que elles puissent rattraper, boucler tôt leur cycle. Oui. Alors, si vous mettez la pluie est tardive et vous mettez les semences tardives, elles vont prendre plus de temps pour grandir. Et lorsque la pluie va s'arrêter, elles n'auront pas encore eu le temps de boucler leur cycle. Donc cette adaptation-là est très très importante. Oui. Donc, la question de la semence est toujours d'actualité. Il y a des collègues de Calavi qui travaillent sur ça. Il y a la structure, la maison du fonio dirigée par Jean Opala, qui travaille aussi beaucoup sur ça. Et en relation avec les universités. La difficulté qu'il y a pour ces types d'études, c'est que le fonio n'est pas au niveau national érigé en priorité nationale. Comme le coton, le soja, le maïs. Donc, les financements nationaux, les financements internationaux pour avoir des équipements, de la main-d'œuvre, travailler uniquement sur ça, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment vouloir le faire et prendre de sa propre poche pour le faire. Si tu attends un financement extérieur pour avoir les premiers résultats, ça n'est jamais venu. Non, ça ne va pas. Même si ça vient, ça ne va pas venir avec les résultats qui sont escomptés. Mais il y avait aussi le Closio, ABG et les projets AMSANA, etc., et la coopération belge, qui ont financé à un moment donné beaucoup d'études jusqu'à la transformation, mais à un moment donné, c'est terminé. Mais il faut des programmes beaucoup plus longs. Voilà. Donc, si on revient à l'essentiel, il y a parlé des semences. Nous avons le cycle cultural, le semis, le désherbage, qui doivent être... Si on doit avoir une rentabilité, il faut penser un peu à une semi-mécanisation. Soit avec ce que nous appelons un rayonneur, avec une roue qui tourne et qui sème une certaine quantité à des pas réguliers. Mais il y a aussi la question du semis en ligne, semis à la volée. L'étudiant Cyril Candidoubet, qui a terminé, qui est maintenant docteur en génétique du fonio, a travaillé sur les différents systèmes et un des résultats, c'était que le semis en ligne, avec des lignes d'un pas bien précis,
permettait d'avoir un meilleur rendement. Puisque là, sur la ligne, les pieds sont bien disposés et ils arrivent à coloniser un peu un espace de part et d'autre de cette ligne. Et pour la récolte, vous pouvez venir de ligne en ligne faucher. Ah oui. Au lieu de... Ça facilite vraiment. Donc, en termes de semis, en termes de fauchage, c'est beaucoup plus régulier, un peu plus standardisé. Ça aussi peut permettre, avec des machines adaptées au pas de ces lignes-là, de pouvoir aussi aller récolter de façon mécanisée ou semi-mécanisée. Donc, c'est des éléments. Les résultats sont là, au banc. Maintenant, il faut aller à l'échelle, il faut l'appliquer. Oui, c'est ça. Il faut amener le producteur à voir de façon claire que ça marche. Et il y a des producteurs qui l'ont fait. Hein. Il y a un producteur modèle qui est à Poitou, qui l'a fait pendant que nous étions avec l'étudiant. Les résultats sont là. Il a testé les deux qui étaient là. Les paysans, sous forme de champ école, les paysans sont venus et ils ont vu et ils ont comparé. À la fin, ils ont récolté, ils ont vu que le semis en ligne, avec la même densité, la même quantité de semences semées, le semis en ligne était meilleur. Maintenant, comment aller proposer cela, pas comme alternative au semis à la volée, mais comme une option à appliquer pour ceux qui ont la superficie, qui ont le temps, qui ont les moyens pour le faire. La difficulté pour le semis en ligne, qui est des trucs qu'on peut adapter, c'est que ça demande un peu de maîtrise de la technique. Le champ, il faut le délimiter, faire les lignes avec des cordeaux. Et maintenant, le semis en ligne, vous avez une démarche sur la ligne de façon rythmé pour que cela ne soit pas aussi un gaspillage de semences le long de la ligne. Alors que traditionnellement, vous allez, vous marchez, vous faites à la volée et vous faites à la volée après un léger désherbage et vous faites le premier saclage en même temps après le semis à la volée et vous enlevez les petites herbes, etc. Or, de l'autre côté, il faut avoir tout nettoyé, faire les lignes. Ah oui. Voilà. Donc, ce temps investi au départ est récupéré lors du saclage et lors de la récolte. De la rentabilité. Voilà. Pour le saclage, le désherbage, vous n'allez que dans les lignes. Et vous savez où vous piétinez. Donc, vous avez vos deux pieds en deux lignes et vous pouvez enlever les adventices, les herbes, en 2 ou 3 lignes. Mais de l'autre côté, quand c'est à la volée, vous voyez, ça demande un peu plus de personnes et un peu plus de temps. La récolte aussi se fait ligne par ligne. Vous venez, vous vous positionnez, vous allez ligne par ligne en termes de gain de temps. En termes de perte, puisque lorsque vous finissez, vous êtes sur une ligne, vous ne piétinez pas. Le fonio à maturité, etc., qui fait encore déposer beaucoup, qui font une perte lors de la récolte. Donc, c'est des éléments à faire dans plusieurs localités et plusieurs années pour que le producteur voit la différence. Et lorsqu'il est convaincu, il n'y a pas de publicité. Il se l'approprie. Il se l'approprie. C'est ça, vrai. Donc, cette technique-là de semis en ligne est importante. Oui, mais professeur, au moment où vous dites ça, au moment où il y a des études en cours pour améliorer la productivité et tout ça, on sent une disparition progressive de cette... je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais on sent qu'il y a quand même une disparition progressive de cette filière-là. Non, bon, c'est peut-être moi j'aime même le contraire. C'est d'accord. Qu'on voit. En réalité, c'est parce que le produit n'est plus disponible à temps. Ok. Donc, la demande actuellement est plus forte que l'offre. D'accord. Et le fait d'avoir des semences où on n'est pas sûr de leur renouvellement, si le producteur doit prendre dans son stock antérieur, alors que si une année il n'avait pas beaucoup produit ou bien la récolte n'a pas été bonne, la proportion de sa récolte de l'année N qu'il va prendre comme semence l'année N plus 1 sera relativement faible. D'accord.
Donc, à des moments donnés, certains n'ont plus de semences. Ils doivent aller acheter ou chercher. Mais où est-ce qu'ils vont acheter, où est-ce qu'ils vont chercher? Alors qu'ils ont fini tout leur stock. Donc ça, c'est un problème. C'est pourquoi on avait posé d'abord cette question de semences-là. La disponibilité de la semence. Avoir, par exemple, actuellement, pour ça, et pour garantir cette filière, on peut avoir des producteurs qui ne produisent que des semences. Ils entretiennent bien. Lorsqu'ils finissent de récolter, le foulage et le battage sont faits de façon minime pour ne pas trop écraser. Et on stocke dans des conditions qui ne sont pas forcément les conditions où on veut piler et manger. On va garder un peu un certain nombre d'éléments d'humidité à l'abri du soleil, à l'abri des rongeurs, à l'abri un peu de certains éléments. Et on va le vanner de façon, je vais dire, légère, pour qu'il y ait encore quelques petits débris, etc., pour garder un peu cet aspect naturel-là qu'on va utiliser, au lieu d'aller de façon plus poussée, vanner plusieurs fois, trier pour ne avoir que des éléments, comme si on voulait égrener pour la consommation. D'accord. Voilà. Et quand vous dites ça aussi, il y a... Quand on voit, dans une autre interview, nous parlions de la flambée du prix cette année. Donc, apparemment, c'est notre or blanc. C'est l'or blanc du Koutamakou. Oui, tout à fait. Oui. Nous avons, en 2019, fait une étude. C'était dans un rapport pour le rendement. On était arrivé à quantifier au niveau de Boukombe la quantité de tonnes. Je n'ai pas les chiffres sur moi, je ne veux pas, comme c'est une interview, je ne veux pas donner des chiffres à l'échelle de Boukombe. Mais il y a eu quand même cette étude qu'on a faite sur un an. On a pris en compte pratiquement tous les arrondissements et autour de 400 producteurs qu'on a suivis tout au long d'un cycle. Donc les superficies moyennes ont varié un peu de l'ordre de demi-hectare jusqu'à la plus grande superficie était l'ordre de 2 hectares. Et c'était une maman à Poukongo qui avait la plus grande superficie. Je vais donner quelques éléments de chiffrés de toute une saison de suivi. Il y a d'autres saisons de suivi, mais les données n'ont pas été capitalisées puisqu'on devait le mettre sous une forme d'une étude d'une thèse de doctorat sur le phono, sur le système de production du phono. Mais là, quelques chiffres qu'on a eu en 2019, c'est des chiffres issus de recherche, ce n'est pas des chiffres validés sur le plan national. Nous, on peut discuter, expliquer ce qui est arrivé. Maintenant, ce n'est pas des chiffres à prendre pour dire voilà, tel professeur a dit que c'est non. Donc, à peu près, quand on voit le prix du pot, le bol décortiqué, non décortiqué, à peu près quand on voit la part du fonio global, ça faisait 1800 tonnes à Boukombe 2019. On a pris ce que les gens vendent, qui est de 30%. Oui. Ça fait autour de 533 tonnes. Lorsqu'on prend le prix de 533 tonnes, uniquement dédié à la vente, c'est que Boukombe gagnerait autour de 293 millions. Waouh! Uniquement pour le fonio. Sur la base de 533 tonnes. Waouh! Et en ce temps, quand on voit, ce n'est pas beaucoup. Beaucoup de Togolais venaient. Les transformations à gauche, à droite, les petites ventes, les marchés, etc. Wow. Pour ceux qui n'ont pas. Donc, uniquement pour le fonio. Sur la base de 30%. Sinon, si on doit faire le bilan global, le poids global, au lieu d'avoir 1800 tonnes, au lieu de 293 millions, il faut multiplier par 3, puisque c'était 30%. Donc on serait autour de, si on dit autour de 300 millions, fois 3. Donc on serait autour de 900 millions. On a Le potentiel oui.
fonio uniquement Boukombe. Ça, c'est sur la base des chiffres, des données d'enquête sur le terrain, pas des déclarations. Les prises de marché, les prix, c'est ce qu'on a pris au marché. Les rendements, c'est ce qu'on a mesuré. Les superficies, la production, on a suivi les paysans lors de la coupe et on a pesé nous-mêmes. C'est clair qu'il y a un fort potentiel économique. Donc, il y a un fort potentiel. Et c'est ce que nous voulons. Cette étude a été financée pour 1 an. On n'a pas eu. Parce que ça a mobilisé par dire une dizaine de personnes pendant 5 mois. Une dizaine de personnes pendant 5 mois. Est-ce qu'on peut si on a un dispositif, tiens, on le fait pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. On a tous les chiffres qu'on peut analyser. Avoir les facteurs. Et ça, ce n'est que les chiffres. Maintenant, il y a les fiches d'enquête, les facteurs, les trucs, les boulots d'étranglement, etc., qui montrent que vraiment, Boukombe a un potentiel. Et Boukombe, dès qu'il va commencer, va tirer les autres. À lui seul, Tamaou, le noyau, plus tout ce qui est diaspora. Tout ce qui est diaspora disséminé du Sénégal, du Nigeria, au Togo, dans tout le Bénin. Voilà. Finalement, je n'ai pas tort de dire que c'est notre or blanc. Hein. Oui, non, pas du tout. Pas du tout. Et des groupements de femmes ne font que ça. Oui. Elles ne travaillent que sur ça, elles ne vivent que de ça. Depuis des années. Depuis des années. Et ce n'est pas fini. Et maintenant, elles sont à court. Elles ont l'argent, le disponible financier, mais la ressource n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a un potentiel pour que les jeunes s'investissent dans ce créneau-là. C'est gagnant parce que le produit n'est pas périssable. Tu n'as pas besoin d'engrais, ni de pesticides, ni de... C'est tout juste la main-d'œuvre et l'organisation qu'il te faut. Le produit est disponible. Le produit ne périme pas. N'est pas très... Même s'il est attaqué en stockage, ça ne détériore pas le produit, puisque le grès est tout petit. Tout petit. Il n'y a pas d'insectes qui vont bousiller ça comme le maïs et le mettre sous forme de farine, etc. Il se conserve pendant 5 ans, 10 ans, mais facilement. Wow. Facilement. Donc, nous avons ce potentiel. Donc, ce or blanc-là, comme tu le dis, je emprunte votre terminologie. Donc, ça veut dire que le fonio, malgré la conjoncture, là, a encore de beaux jours. Oui. Et il faut travailler à ça. Oui. Alors, maintenant, travailler à ça. Bon, heureusement, on en parle aujourd'hui. J'espère que ça va quand même réveiller certains esprits, surtout au niveau des jeunes. Mais comment on fait quand même? Voilà. Une des opportunités, c'est les petites unités de transformation où des techniciens peuvent adapter certaines machines. Comme les gens l'ont fait, il y a actuellement des machines mixtes pour écraser le maïs et pour décortiquer le riz. Le riz, effectivement. Voilà. On peut, avec les unités de transformation qui existent actuellement, à Natitengu, à Boukombe, développer cette offre-là. Si quelqu'un s'installe quelque part et il transforme le fonio non récolté en fonio grain consommable, c'est un créneau important. Pour 2 raisons. D'abord, il va booster la production. Les gens seront comme le riz. Oui. Avant, il fallait piler le riz. Maintenant, personne ne va plus dire qu'il va piler le riz. Bon, peut-être dans certains villages où écraser son grain, il y a encore certains villages où vous avez les meules. Mais dès que vous allez au marché, vous avez une quantité de riz, vous allez décortiquer. Vous avez même la possibilité pour certains de payer en nature. Oui. L'équivalent en nature. Voilà. Donc, c'est la même chose ici en termes de fonio, avec un certain nombre. Je ne sais pas combien ça coûte actuellement, quelques millions certainement, mais il y a possibilité pour des jeunes mécaniciens, techniciens, agriculteurs, d'adapter les machines. Le dispositif est là, ce sont les mailles qui doivent être adaptées pour que le grain ne soit pas écrasé complètement sous forme de poudre ou ne soit pas rasé superficiellement pour que les téguments ne partent. Mais en faisant ça, c'est de la main-d'œuvre qu'il crée et c'est payant.
Les gens vont venir payer. Et les gens, dès que les gens savent que tu as une usine, une transformation, ils vont venir. Oui. Et puis ça booste la production. Ça booste la production. Oui. Deuxièmement, lorsque tu transformes, tu as le son du folio là, qui est là, qui t'appartient. Oui. Toi qui es greneur. Effectivement. Alors que ça, c'est un bon complément alimentaire pour la volaille. Pour la provendre ici, pour les animaux, la volaille. Wow. Moi, je l'ai expérimenté ici. Même pour les pondeuses, les poules pondeuses, j'ai pris le son de folio que j'ai décortiqué en Atitégou, que j'ai incorporé pendant un certain temps. Et ce son-là est riche. Les téguments en fait de folio, comme les téguments de riz, le son de riz, qui sont des compléments alimentaires très importants et pour l'alimentation de la volaille, c'est très important. Donc voilà, et étant là, ça va créer en même temps un appel d'air pour les petites transformations en folio étivé, semi-étivé et en sous-produits. Et une des manières de valorisation pour le paysan, c'est l'amélioration des techniques. La recherche peut aider en donnant des semences améliorées, mais les opérateurs économiques, les groupements de femmes, les personnes individuelles peuvent s'investir dans la transformation. Et chacun tirant un peu le potentiel va faire que les gens vont aller. Et les terres qui sont incultes au riz, au maïs et aux autres peuvent servir pour cette production-là. Oui. Le fonio ne s'adapte pas, n'est pas fait pour les sols pauvres. Contrairement à ce que l'on dit, non? Oui, parce qu'on entend beaucoup... Non, en fait, non. Le fonio, c'est une herbe naturelle qui a ses cousins. C'est le genre Digitaria, qui a ses cousins naturels comme les herbes et que les petits serins, les trucs qu'on sort. Qui ont aussi des petits grains, mais qui ne sont pas gros pour l'utilisation humaine. Le fonio aime des terres fertiles. Mais lorsqu'il n'a pas de terres fertiles, il peut maintenir un minimum de production même dans les sols faibles, les sols pauvres. C'est pas qu'il aime les sols pauvres, mais il s'acclimate. Et c'est ça la capacité d'adaptation et de résilience de la culture. Lorsque vous avez des changements climatiques extrêmes, pas de pluie ou peu de pluie, le fonio va donner un minimum de production. Contrairement aux autres cultures qui, lorsque vous avez un problème, par exemple le maïs ou le truc, à un moment de floraison, quand il y a trop de pluie ou bien très bas, vous allez voir on constate en même temps. Et là, vous avez misé beaucoup d'argent, beaucoup d'intrants, alors que là, sans rien, et mieux, dans la zone de Koussou, le système qui n'existe pas dans la vallée, la plaine là-bas, au niveau de Komé, au niveau de Koussou, ce qui est là, on a vu, on a testé et c'est réel. Les gens font le fonio une année. L'année qui suit, les résidus, les grains qui sont tombés de la récolte passée poussent et ils donnent encore. Donc vous pouvez faire 2 récoltes. La deuxième récolte est faible, ne donne pas assez, mais vous avez une deuxième récolte sur les sols rocailleux, sur la base de la récolte précédente. La récolte précédente. Parce qu'il y a toujours ce que nous appelons la verse. Le grain n'est pas attaché de façon très solide à la tige. C'est un peu faible. Donc, lorsque le grain est à maturité, il a tendance, quand on ne le récolte pas tôt, à tomber. Même au cours du fauchage, il y a toujours quelques grains qui tombent. Donc, le paysan, ayant ça, ils laissent, ils font un désherbage léger et ils laissent les grains de l'année antérieure repousser et ils ont une deuxième récolte sur la base de ça. Donc, ça veut dire quoi? Même des terrains qui sont laissés en friche peuvent garantir un minimum. Et on peut voir l'effet que ça a eu avec nos parents, nos ancêtres, qui, pendant longtemps, n'étaient pas agriculteurs 100%, mais s'acclimataient à la cueillette, à certaines mobilités, qui pouvaient avoir des grains qui n'ont pas semé de façon formelle, leur donner du grain l'année qui suit. Donc, c'est des possibilités
pour valoriser des terres qu'on n'utilise pas cette année et qui peuvent aussi aller. Dernier point, quand tu as la production de fonio, tu as garanti ta production de volailles, notamment les pintades et les poulets. Pourquoi dans certains villages, lorsque le fonio devient bien à maturité, on enferme les poulets, parce que quand ils vont... Ils aiment vraiment consommer ça, oui. Donc quand tu as, après avoir pilé, après avoir vanné, que ce soit au niveau du son ou les éléments tamisés au niveau du fonio que tu as déjà égrené ou pilé, ça sert de son d'alimentation vraiment très très riche pour la volaille. Donc il y a des possibilités qu'on peut emprunter. Les paysans le savent. Certains jeunes le savent, mais peut-être qu'ils n'ont pas le courage ou la force de s'investir dedans. Et il faut aller. Et c'est en apprenant, en faisant qu'on lève les contraintes. Mais en croisant les bras, on ne pourra pas faire. Donc, voilà ce qu'on peut dire du fonio qui a un bel avenir. Moi, je suis confiant. Vous êtes confiant? Parce que cette année, l'engouement que les gens ont eu, plusieurs personnes m'ont demandé des semences alors que je suis à Parakou. Et curieusement, la production que j'ai faite à Koussou avec les parents paysans, je devais la ramener ici et égrener. Donc, j'ai dû laisser et leur remettre ça comme semence. Wow. Donc, ça veut dire que si plusieurs personnes le font, et certains avaient laissé une certaine quantité, ne l'ont pas vendu, ça veut dire que potentiellement, actuellement, on aurait peut-être 1 ou 2 tonnes de semences disponibles pour booster la production. Actuellement, si vous avez du fonio disponible, les gens sont prêts à vous l'acheter pour semer, pour les semer. En tout cas, ça donne vraiment de l'espoir. Il y a espoir. Ah oui. Le fonio ne meurt pas, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Merci, professeur. Un dernier mot peut-être? Non. C'est pour dire que le fonio, c'est la même chose que le sorgho, le mil, le riz de montagne, et le riz de bas-fond, le vanzou, le niébé. Il y a des cultures, tout ce qui est jardin de case, et beaucoup de petites cultures entre griffes, mais qui ont un fort potentiel économique, qui ont un fort potentiel d'occupation de la jeunesse, qui ont un fort potentiel de se prendre en charge. Et vraiment, je nous invite à chacun à s'investir selon ses disponibilités, ses moyens, à ce que ces pans du vécu et du potentiel agroéconomique du Tamaru soit maintenu. Professeur Amanata, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était pour nous un plaisir d'échanger avec vous cette fois-ci. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.